Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Digital Influence, nous allons voir si les femmes qu'on a vues dans le reportage L'arnaqueur de Tinder, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Netflix, on va donc se demander si ces femmes sont-elles vraiment de parfaites imbéciles avides d'argent, comme on peut le lire à de nombreuses et de très nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Sont-elles des michetonneuses sans aucun état d'âme et sans aucun sens critique? Après tout, il faudrait être complètement conne pour donner des sommes astronomiques à un parfait inconnu. Et il est totalement légitime de se demander comment ont-elles pu se faire avoir aussi bêtement. Viennent-elles du pays des bisounours? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce nouvel épisode de Digital Influence, dont vous pouvez retrouver la playlist dans la barre d'infos où j'y aborde plein de thèmes très spécifiques justement liés aux réseaux sociaux, à la manipulation et à l'influence. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Si vous ne savez pas de quoi je parle donc du documentaire Netflix L'arnaqueur de Tinder. En fait, retrace l'histoire véridique des exploits de Shimon Ayut, un trentenaire israélien renié par sa propre mère à ses 18 ans et qui a ensuite fui son pays à la suite de plusieurs condamnations liées à des arnaques. Il récidive en 2015 via l'application Tinder où il se fait passer pour un riche homme d'affaires pour soutirer des sommes astronomiques à ses conquêtes. Il a en tout et pour tout escroqué entre 5 et 10 millions d'euros. Mais qui est Shimon Ayut alias Simon Leviev? Dès l'âge de 15 ans, il fait déjà des fraudes et notamment il s'en prend à des amis de ses parents dans la ville de New York et il dérobe ensuite un chèque à l'un de ses anciens employeurs, ce qui le force en fait finalement par quitter son pays natal. En 2015, il est condamné à 3 ans de prison pour avoir escroqué plusieurs femmes en Finlande. Et c'est à sa sortie de prison en 2017 qu'il décide de changer de nom de famille en Leviev, qui fait donc référence à un riche diamantaire. En 2018, il rencontre donc 3 femmes que l'on découvre dans le documentaire, qui se nomment Cécilie, Pernilla et Aline, 3 femmes issues de pays nordiques. Et son arnaque finalement est plutôt simple. Elle consiste à prendre l'argent de l'une pour séduire l'autre, finalement un petit peu comme une pyramide de Ponzi. Mais comment Simon s'y prend-il pour soutirer de telles sommes à ces femmes? Le schéma de Simon est finalement assez simple à décortiquer. Simon a un schéma d'opération très bien rodé. Pour commencer, il choisit des femmes issues de pays nordiques et ce n'est pas un choix anodin. En effet, les pays nordiques sont des pays à fort PIB. Les femmes qu'il va dater auront potentiellement plus d'économies que des femmes dites des pays du Sud. Autre chose importante que nous souligne Léa, qui va arriver un petit peu plus tard dans cet épisode, c'est que les femmes des pays nordiques en fait ont une éducation qui est plus liée à l'entraide. C'est des femmes qui vont être globalement beaucoup moins méfiantes et qui vont accorder en fait leur confiance beaucoup plus facilement et qui font tout de même un petit peu preuve de naïveté. Deuxième étape de son plan, c'est lorsqu'il match avec une de ses conquêtes, il l'invite donc à un date dont elles n'auraient jamais osé rêver dans leurs rêves les plus fous. Ce premier rendez-vous va servir en fait à lui montrer, à faire un étalage de toutes ses richesses et de son train de vie fastueux pour les rassurer sur son statut de fils de diamantaire. Troisième étape de son plan, à la fin de ce date, il leur fait miroiter le début d'une histoire d'amour ou d'amitié pour certaines, avant de s'en aller brusquement pour des affaires afin de créer le manque. Pendant toute la durée du date, il est extrêmement à l'écoute et se fait passer pour l'homme parfait. Il ne parle pas de lui, il essaye de retenir tous les détails de cette personne. Quatrième étape de son plan, il revient à la charge quelques jours ou quelques semaines plus tard pour créer à nouveau des souvenirs féeriques dans la vraie vie, puisqu'il n'a cessé entre-temps de converser avec elle sur les réseaux sociaux. Et en créant ces souvenirs féeriques, ces femmes vont peut-être tomber amoureuses ou alors développer une amitié très forte pour Simon. Cinquième étape de son plan, il va les impliquer émotionnellement, c'est-à-dire qu'il va les décrire comme leurs petites amies ou leurs meilleurs amis
officielle et il va leur faire miroiter la recherche d'appartements, le fait de fonder une famille, tout ça en les mettant dans des situations très très réelles, c'est-à-dire que les femmes vont réellement partir à la recherche d'appartements et donc ces femmes ont une situation réelle, une situation palpable. 6e étape de son plan, c'est là où son plan en fait commence à se refermer au bout de quelques mois, voire peut-être 14 mois pour certaines, comme c'est décrit dans le reportage. Son plan se referme sur ses conquêtes. Il explique qu'il est menacé par des ennemis et envoie des preuves photos et vidéos d'une agression. Et là, toute personne impliquée émotionnellement va avoir une réaction totalement normale. Cette personne va s'inquiéter et sera prête à tout pour l'aider du mieux qu'elle pourra. Car avant cela, il a été évidemment très généreux. Et c'est très important de le souligner puisque on le voit offert énormément de cadeaux, des vacances. Simon a été d'une générosité sans faille. Et souvent, mesdames, je suppose que vous avez été très familière avec ce sentiment, c'est lorsqu'un homme vous offre quelque chose, paye le restaurant, ou voilà, quelque chose comme ça, eh bien une femme va se sentir beaucoup plus souvent redevable lorsqu'un homme utilise son argent pour elle. Et donc il est fort probable que ces femmes soient plutôt enclines à l'aider. Et c'est totalement normal, imaginez qu'une personne vous couvre de cadeaux à longueur de temps, échange beaucoup de temps avec vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, via des rencontres, via des dîners, et que après il vous demande de l'aide, il vous a en fait tant donné que vous allez naturellement donner à votre tour. Et si vous ne donnez pas à votre tour, pour quelle personne cela vous fait-il passer ? Pour une personne ingrate, pour des personnes immorales, vides et cupides, n'est-ce pas ? Et je vais embrayer sur un sujet un petit peu plus marketing, ce sont les principes, les biais psychologiques qui sont extrêmement intéressants à analyser dans le cas de ce reportage. En effet, Simon est dépeint comme un homme, on va dire, plutôt beau, bien habillé, riche. Il met donc en place l'effet de halo. C'est un biais psychologique qui fait que si une personne est belle, bien habillée, serviable, agréable, généreux, cette personne qui peut être belle sera justement perçue peut-être comme plus innocente, plus intelligente, ça va dépendre des contextes. Et d'ailleurs, cet effet de halo peut être justement tourné à l'inverse. Par exemple, il est très commun, les personnes noires dans la médecine soient victimes du syndrome méditerranéen, c'est-à-dire que le corps médical va moins considérer en fait les cris de douleur d'une femme noire parce qu'il pense que cette personne sera plus résistante, qu'elle ne souffre pas réellement. Et ça, c'est un réel biais que l'on peut retrouver notamment dans la médecine. Deuxième biais, dont on vient de parler il y a quelques instants, c'est donc le biais de réciprocité. Évidemment, comme cette personne a été très généreuse avec vous, il est normal que vous vous sentiez redevable de cette personne et donc que vous lui rendiez l'appareil. C'est un des biais dont il use. Troisième biais, c'est la fameuse preuve sociale. Alors on peut se dire oui, les réseaux sociaux sont faux, mais lorsque vous rencontrez une personne pour de vrai, qu'il vous emmène dans des hôtels 5 étoiles, qu'il roule en Bentley, qu'il a un site de son entreprise, qu'il vous donne des fiches de paye, d'ailleurs le biais d'ancrage, ça ancre réellement en vous que cette personne est réellement ce qu'elle prétend être. Quatrième biais, alors je sais pas si on peut vraiment l'appeler comme ça, on va dire le biais de l'engagement, mais de l'engagement vraiment réel, c'est-à-dire que Simon leur demande de visiter des appartements, voilà, il y a quelque chose de très réel qui se produit pour les faire évoluer dans leur situation sociale. Ils rencontrent d'ailleurs les membres de leur famille, les proches, il y a un réel engagement qui se fait auprès de ces femmes. Cinquième technique de manipulation, parce que là il s'agit plus d'une technique de manipulation, il s'agit de la technique du pied dans la porte, c'est-à-dire que on va commencer par demander quelque chose que on ne peut pas refuser, que la personne ne pourra pas refuser, pour ensuite demander toujours plus, parce qu'une fois que la personne vous a dit oui, eh bien elle pourra plus facilement vous dire oui, 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 oui. C'est notamment au début demander des petites sommes, puisqu'on l'a vu, cette personne a un train de vie très fastueux et donc dépense forcément beaucoup plus que 10 000 $, eh bien donc la personne va
se dire oui, 10 000 $, il peut nous les rembourser, il n'y a pas de souci. Et comme ça, pour augmenter les sommes au fur et à mesure. Et j'en viens justement au 6e biais, c'est la fameuse escalade de l'engagement. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les startups. Comment dire, quelqu'un qui persiste alors que les résultats sont toujours négatifs. Par exemple, on va continuer d'investir dans quelque chose qui pour le moment nous rapporte rien, mais qui nous donne peut-être l'illusion un jour que ça nous rapportera beaucoup. Eh bien, c'est également ça. On lui a donc donné 10 000 $, on peut bien lui donner 10 000 $ de plus. Il a besoin de nous, il a besoin d'aide, donc on va continuer à lui donner. C'est là où justement on a tellement investi dans cette relation qu'il y a les fameux coûts irrécupérable, c'est-à-dire qu'on se dit mais on ne peut pas arrêter maintenant, j'ai tellement investi, je ne peux pas revenir en arrière. Et c'est entre autres grâce à ça qu'il a réussi à récupérer autant d'argent. Et il y a également le biais de cohérence, c'est pourquoi je lui donne 10 000 $ maintenant, 20 000 $, pourquoi je ne lui donnerai pas 30 000 $ de plus, 30 000 € de plus. Bien évidemment, c'est le biais de cohérence. Une fois que vous dites oui, pourquoi d'un seul coup vous changeriez d'avis? 7e biais, c'est le biais du soutien de choix. On l'a bien vu, Simon se fait passer pour un homme très galant, très charmant, très généreux. Et donc, on a tendance en fait à penser que cet homme est bon, cet homme est gentil, cet homme est généreux. Et donc, même s'il prend toutes mes économies, il a plein d'à côté ultra positif. C'est donc le biais, le biais du soutien de choix, par exemple, pour vous donner l'exemple avec un chat, par exemple, vous avez un chat qui agresse tout le monde, les enfants, les parents, tout ça, mais il est gentil que avec la tata, et vous allez vous dire ah oui mais ce chat il est adorable avec ma tata. On peut pas le faire piquer, on peut pas le donner à quelqu'un parce qu'il est gentil qu'avec une seule personne. On a également aussi le biais de l'exclusivité qui est extrêmement intéressant puisque Simon place sa vie dans les mains de ses conquêtes. Il les responsabilise, ou à un point où même une d'ailleurs dit oui, c'est comme si j'avais sa vie entre mes mains. Il ne peut compter que sur elle, il n'y a que elle qui peut le sauver. Mais cette personne a sûrement de très bonnes raisons pour utiliser toutes ces techniques d'influence et de biais cognitifs. Et je laisse donc la place à Léa de la chaîne Et si c'était faux, qui est une étudiante en sciences sociales et qui va vous expliquer un petit peu plus de choses sur ça. Bonjour, enchantée, c'est Léa. Je viens faire l'avocat du diable. Enfin, plus précisément, je viens éclaircir des points psychologiques. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes détestent Shimon, mais j'ai appris une phrase dans mes cours qui m'aide beaucoup à déconstruire mon quotidien et comprendre l'humain. C'est si quelqu'un fait quelque chose, c'est que de base, il s'est dit que c'était une bonne idée. Parce que cet homme, même si cela va vous sembler aberrant, pour lui, il n'a rien fait de mal. C'est le gentil de l'histoire et même la victime. Et il pense sincèrement être injustement accablé. Dans le documentaire, on voit une des filles l'appeler pour lui dire je suis au courant de tout. Et lui, il est complètement enfermé en lui disant non, ce n'est pas vrai, c'est mes ennemis, ils me veulent du mal, etc., etc. Et quand il dit ça, ben il ne ment pas. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Ça correspond tout simplement à un déséquilibre cognitif qui résulte d'une contradiction interne. Plus précisément, c'est quand nos émotions, nos pensées, nos valeurs, nos comportements ne sont plus en phase. Et il y a une tension qui va apparaître due à ce déséquilibre. La dissonance entre qui je suis moi, réellement, et cet idéal de moi. C'est-à-dire que la personne que j'aimerais être. Sauf que s'il reconnaît ce qu'il fait ou ce que ses femmes lui reprochent, ben c'est terrible. Ça veut dire que toutes ses croyances, tous ses fondements, etc. sont faux. Et c'est impossible que ça arrive parce que son cerveau, tout naturellement, il va le protéger. À savoir que votre cerveau n'est pas fait pour vous rendre heureux, mais pour vous permettre de survivre. Et dans ces moments-là de dissonance énorme, votre cerveau va totalement vous protéger. Et ce qui est le plus terrifiant à savoir, c'est qu'on est tous victimes de dissonance cognitive tout le temps. De plus, Shimon Ayut, si je le prononce bien, rappelle souvent qu'il est victime, qu'il a souffert, et de plus, dans le documentaire, on voit très bien que son capital social réel n'appartient pas à la classe dominante, puisqu'il ne vient absolument pas d'un milieu riche, mais bien au contraire. Sauf que, en tant qu'individu, on nous éduque à ne pas être faible et à grimper les échelons de la réussite sociale. On nous dit que pour réussir, il faut donner de son être et être prêt à tout pour grimper les échelons. Et quand on part avec un sac à dos de vie comme Simon, qui n'est pas beaucoup privilégié, sauf le fait qu'il soit un homme, bah il part plutôt bas de ce continuum qui est la réussite sociale. La réussite
social, étant que la société nous vend comme étant le Graal, c'est-à-dire avoir une grande maison, avoir une famille, une belle voiture, des vêtements de luxe, etc., etc. Enfin, en gros, c'est ce désir de s'élever socialement pour appartenir, comme on disait à l'époque médiévale, à la classe noble, un peu comme des dieux au-dessus de cette basse populace là qui mange les restes et qui sont pauvres et sales, Donc dans le sac à dos de vie de Simon, tu mets qu'il vient d'une famille qui est pas du tout là-haut. Ensuite, tu rajoutes aussi dans son sac à dos tout le passif de l'histoire juive, qui est très importante. Tu rajoutes évidemment une pression familiale, des traumas d'enfance, et tu obtiens un homme prêt à manipuler pour arriver tout en haut de ce continuum. Et vu qu'il sait qu'il est plutôt parti de plutôt en bas, il sait que le travail sera beaucoup plus dur pour réussir socialement. Et pour ça, il est prêt à tout, sans que ça lui cause aucun problème, puisqu'encore une fois, on est tous le héros de notre propre histoire. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu énormément de fois passer le terme de psychopathe en ce qui le concerne. Et c'est un terme qu'on voit énormément passer pour tous les hommes qui violentent des femmes. Parce que oui, la violence n'est pas juste physique, c'est aussi un continuum. On retrouve par exemple des violences verbales, psychologique ou encore économique. Alors qu'au vu des commentaires et du victime bashing que subissent les victimes, soit on est dans une société remplie de psychopathes, soit cet homme est juste le fruit d'une société capitaliste. Et malheureusement, cet homme est un homme sensé, éduqué dans une société où on doit être prêt à tout pour réussir. Eh bien, comme il a tout donné, tout sacrifié, eh bien, il mérite ce qu'il a. Et pour ça, écraser, opprimer ces idiotes de femmes, bah c'est ok. Et pour les gens en commentaire, sur les réseaux sociaux, c'est ok aussi, puisqu'elles méritent ce qui leur arrive. Tenir ce genre de propos, c'est banaliser les violences faites aux femmes et banaliser ce que vivent les femmes. Du coup, en tant que femme, je vous demande vraiment du fond du cœur de ne jamais faire ça, de ne jamais bâcher d'autres femmes. Vraiment, c'est quelque chose de terrible. De plus, le terme psychopathe est psychophobe parce qu'il est hyper stigmatisant. Aujourd'hui, on dit trouble de la personnalité antisociale. Alors évidemment, quand on parle du trouble de la personnalité antisociale, il y a des choses qui se rapprochent de Shimon, comme l'excroquerie, les comportements illégaux, l'agressivité, le mépris des règles. Mais, encore une fois, on n'a pas sa vision à lui. On ne le connaît qu'à travers des témoignages, on ne sait pas les phrases, etc., etc., et c'est très important. De plus, dans un diag sur la personnalité antisociale, on retrouve une incapacité à suivre les normes. C'est des gens qui sont souvent très originaux, et pour le coup, je trouve pas qu'il l'est énormément. Plutôt au contraire, c'est un mec qui suit les règles à la lettre. Il y a du plaisir à faire ça, c'est un plaisir intense à manipuler, à voir souffrir des gens. Comme c'est des gens très impulsifs, c'est souvent une incapacité à planifier des choses. Encore une fois, je trouve que malheureusement, c'est plutôt un génie du mal. Et pour terminer, il faut que ces comportements arrivent avant l'âge de 15 ans. Donc, encore une fois, il faut arrêter de poser des diags sauvages sur des personnes qu'on ne connaît pas et sur ces personnes qui sont considérées comme le mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de la personnalité antisociale et qui vivent très bien et qui sont très bien intégrées socialement et qui ne font pas de désordre. Il faut savoir que la plupart des crimes, des violences, etc. sont commis par des gens qui sont sains d'esprit et qui n'ont aucun antécédent psychologique. Néanmoins, on peut le qualifier de pervers narcissique, ce thème à la mode qui pour moi définit surtout ces modèles de domination. Le pervers narcissique n'est absolument pas une maladie mentale, mais c'est bien une construction sociale valorisée, qui est donc celui du dominant prêt à tout pour s'élever socialement et réussir, devenir riche et avoir la maison de rêve, etc., etc. Un être humain à qui depuis sa tendre enfance on lui a promis que tout là-haut il y aurait le bonheur. Et pour ce bonheur-là, cette promesse d'enfance, on est prêt à sacrifier, à manipuler et à arnaquer plein de gens. Mais malheureusement, arnaquer, manipuler des gens, c'est ce que font plein d'entreprises au quotidien et c'est quelque chose de banalisé dans notre société. C'est juste que on le voit pas, tout simplement. On se fait tous arnaquer tout le temps. Merci Léa pour ton intervention. Si vous souhaitez la retrouver, vous avez sa chaîne YouTube ici et son Instagram juste là. C'est ainsi que le piège se referme sur elle. Ces femmes donnent tout ce qu'elles ont pour cet homme, finalement comme beaucoup d'autres femmes l'ont fait avant sur cette terre. Et comme c'est d'ailleurs démontré dans de nombreux films et dans de nombreuses séries, Made Far From Heaven, Lynette dans Desperate Housewives, Good Girls, 3 Billboards, Jamais sans ma fille, The Good Wife, et j'en passe. Ce qui est intéressant, c'est que là où les femmes vont tout donner pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs conjoints, faire des sacrifices, les hommes sauvent très souvent le monde, là où les femmes sauvent seulement leur famille. Et c'est un petit peu normal. En tant que femme, dans une société occidentale, on est élevé dans une sauce dès le plus jeune âge qui est finalement assez effarante, déjà en commençant par Disney, puisque depuis toute petite, on est abreuvé. Mais quand je vous dis abreuvé de dessins animés où les hommes vont systématiquement
sauver les femmes de leur destin tragique. Et c'est d'ailleurs dit dans le reportage, mais lorsqu'on y pense, la fameuse princesse dans sa tour qui attend l'homme pour s'échapper, ça peut paraître très cliché, mais lorsqu'on regarde les Disney, on se rend compte que c'est un schéma qui est répété, 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 et sans compter que on a dû les regarder plusieurs fois durant notre jeunesse, donc on connaît pour beaucoup d'entre nous ces dessins animés par cœur. Et pour continuer dans l'évolution, dans l'adolescence, l'âge adulte, on est donc abreuvé de films et de séries, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, où l'homme est toujours considéré comme le sauveur. Et ça depuis finalement des millénaires, hein, parce que avant les films et les séries, on avait bien entendu l'Iliade et l'Odyssée, on avait donc Hercule, Persée, qui débarrasse d'ailleurs le monde de la Méduse, qui n'est autre qu'une femme violée qui vit reclus toute seule dans un temple à l'autre bout de l'univers. Bref, les histoires mythologiques sont pleines d'hommes sauveurs, là où les femmes ne sont que de viles sorcières, ou tout juste bonnes à marier, à épouser et à faire des gosses. Troisième point, lorsque des femmes sont des héros, malheureusement, elles sont bien souvent très critiquées, et également on peut les compter comme sur les doigts d'une main. Je pense notamment à Jeanne d'Arc, qui, je vous le rappelle, une fois capturée, a été brûlée vive, Olympe de Gouges, George Sand. Et finalement, le comportement de ces femmes, c'est vraiment la résultance dans cette société dans laquelle elles ont évolué. Les femmes seront toujours plus poussées, mais de façon très naturelle et très implicite finalement, à aider et à protéger les siens à tout prix. Vraiment, la femme n'est pas faite pour sauver le monde, la femme, elle est faite pour sauver sa maison, quoi, sa cuisine, voilà, les femmes à la cuisine. Et donc elles auront également tendance à avoir une confiance aveugle dans le premier homme qui va romantiser une relation, qui va se montrer sous son plus beau jour. Bref, les femmes font confiance plus facilement. Elles souhaitent également vivre le parfait conte de fées. On va leur apprendre en fait à tout donner, mais alors tout donner par amour, et à se battre aussi, mais pour l'être aimé. On le voit souvent dans les séries, les femmes qui se chamaillent pour un homme, alors que bon, est-ce que c'est vraiment important? Finalement, en choisissant des femmes issues de pays nordiques avec un PIB important, et là où la confiance est finalement beaucoup plus présente dans ces sociétés, il suffit de voir les berceaux qui sont laissés à l'extérieur des magasins en pleine rue sans que personne ne vienne voler le bébé à l'intérieur, n'est-ce pas? Et bien finalement, Simon a créé le profil idéal qui tomberait facilement dans une telle arnaque. Finalement, Simon, c'est un petit peu un génie du marketing, parce que Simon, il a réussi à cerner son client idéal. Et il le connaît sur le bout des doigts. Comme on l'a vu, Simon est aujourd'hui un homme libre après avoir purgé pas moins de 5 mois de prison pour la détention uniquement de faux papiers. Comme on l'a vu dans ce début de vidéo, ces femmes sont traitées de michetonneuses, vraiment d'imbéciles, d'idiotes, tout ce que vous voulez, de femmes vénales. Et donc tout ce que vous pouvez lire s'appelle en réalité du victim blaming. Ça consiste en fait à blâmer la victime pour ce qui lui est arrivé au lieu de blâmer et de condamner l'agresseur. Et cela descend tout droit finalement de la culture de viol. Et bien évidemment, il y aura toutes ces personnes où oui, mais moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ci dans cette situation. À ce jour, on ne peut pas deviner. C'est impossible de savoir ce que l'on aurait fait dans telle ou telle situation. Et le fait de refuser aux victimes leur statut de victime, c'est également leur refuser en fait le fait d'être des personnes peut-être plus faibles, plus fragiles, et que donc elles sont finalement punies pour leur faiblesse. D'ailleurs, elles le disent elles-mêmes, elles se sentent honteuses et leur parole n'est absolument pas prise en compte, n'est pas prise de façon sérieuse, comme le démontrent d'ailleurs les fois où elles ont été à la police pour leur raconter leurs histoires. Résultat, le responsable, dont les actes sont prémédités, calculés, comme on l'a pu le voir, n'est pas inquiété une seule seconde et reste dans l'impunité la plus totale. Ce qui finit par être le cas aujourd'hui. Simon Leviev est aujourd'hui un homme totalement libre et continue à vivre dans le faste et dans le luxe. Et on peut se demander d'ailleurs comment fait-il? Est-ce qu'il continue ses arnaques? Et visiblement, il ne sera jamais inquiété pour toutes ces femmes
arnaquées, que même la police n'a pas prises au sérieux. Aujourd'hui, ces femmes, ces victimes continuent de payer leurs dettes et cet arnaqueur continue de vivre sa meilleure vie au bras d'un mannequin. Pour conclure, ces femmes sont victimes finalement d'un schéma bien plus grand que l'on aurait pu le penser. Si tu as aimé cette vidéo et si jamais tu vois des personnes faire du victim blaming, n'hésite pas à lui linker cette vidéo pour qu'il puisse comprendre là où est son erreur. Et n'hésite pas à t'interposer face à ces personnes qui font du victim blaming. La parole des victimes doit être prise en compte pour n'importe quel acte répréhensible tel qu'il soit. Il y a un proverbe qui dit « qui ne dit mot consent ». Donc, bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à celle de Léa et à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures de tous les jours. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.